Bonjour tout le monde, bienvenue à Regard Critique. Aujourd'hui à l'émission, on accueille 6 invités avec différents sujets. On va parler de la surconsommation avec Roxane, par la suite un retour aux études pour les adultes avec Fallon, les anglicismes à l'école au niveau des professeurs avec Anne Tardy, une critique sur le film coréen Parasite avec Léa et la danse, un sport ou un art avec Amy Wallet. N'oubliez pas que vous pouvez répondre avec nous aux sujets présentés à l'émission sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter à commercial Regard Critique ou sur le hashtag Regard Critique. Pour commencer, on accueille Sarah Maude. Bonjour Sarah Maude. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une nouvelle compagnie de smoothies très populaire sur les réseaux sociaux, Evive Smoothie. Oui, effectivement. Donc, la compagnie a été fondée en 2015 par un jeune couple d'entrepreneurs. Dans le fond, l'histoire du produit est vraiment toute simple. Le jeune couple était aux études puis il se demandait comment ils pouvaient pour manger mieux, manger sainement durant leurs études. Donc, ils se sont dit, on va inventer un concept de produit de smoothie présenté sous forme de cube qu'on va insérer dans le liquide de son choix. Donc, ils ont parti leur entreprise comme ça. Puis, à ce jour, maintenant, ils offrent une variété de 11 smoothies différents qui sont en vente soit en ligne ou soit en supermarché dans les épiceries. De là, après ça, en 2018, c'est là qu'ils ont fait leur participation dans l'émission Dans l'œil du dragon. Et puis, ils ont réussi, puis ils ont eu des offres, puis ils ont accepté. Après la diffusion de l'émission, leurs ventes ont été augmentées de 800 %. Donc, ils ont vraiment eu une grande croissance. Mais moi, je ne connaissais pas encore cette entreprise-là. Puis, c'est cette année que je l'ai découvert, puis par l'entremise des réseaux sociaux, en fait. Puis, vous savez que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont vraiment... ils ont vraiment une grande influence, puis ils ont vraiment une grande place dans nos vies, puis surtout dans la vie des jeunes. Donc, avec les Evive, eux, ils en ont profité, puis il y avait des ambassadeurs qui s'occupaient de promouvoir leurs produits. Puis je voyais ça passer à coups de dizaines dans mon fil d'actualité. Puis là, je me suis dit, c'est louche de voir autant de monde promouvoir un produit comme ça. D'habitude, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, je me suis dit, je vais aller l'acheter le produit, je vais aller l'essayer, puis je vais aller démanteler un peu tout ça pour voir ce que j'en pensais, puis faire ma propre opinion en moi. Donc, je ne cacherai pas que j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Puis j'y goûte pour la première fois. J'ai juste vraiment été dégoûtée. J'ai vraiment une phase de dégoût. Je trouvais que ça goûtait le shake de protéines du sportif, que je trouvais que ça n'avait rien à voir avec le goût d'un smoothie qui est supposé d'être onctueux, puis qui est supposé d'être frais. Puis on s'attend qu'il y ait des cubes surgelés, c'est pas frais du tout. C'était pas vraiment ce que... Non, c'est vraiment pas ce que je m'attendais. Non, promotait non, puis les images aussi marketing, le smoothie, il est beau, il est onctueux, puis quand tu le prends, il ressemble pas du tout à ça, effectivement. Et puis là, je me suis questionnée à savoir, pas à savoir, mais je me suis questionnée sur la pertinence du produit en tant que tel, et puis aussi sur la stratégie marketing que Evive Smoothie utilisait. Je trouvais que ça venait pas atteindre un peu ce qui visait un peu leur public cible. Je trouvais qu'on perdait aussi leur valeur que j'avais sentie quand je voyais un peu la compagnie. Donc, suite à mes recherches, je me suis rendu compte que la compagnie Evive Smoothie est biologique. Leurs produits sont à majorité véganes et sans gluten. Ils contiennent aucun sucre ajouté, puis ils ont aussi une teneur élevée en vitamines et en protéines. Donc, aussi, Evive, par contre, n'ont pas été évalués par Santé Canada ni par la FDA. Qu'est-ce que la FDA? Et si je ne me trompe pas, la FDA, c'est la Food Drug Administration. Ouais. C'est l'équivalent de Santé Canada, mais aux États-Unis. Okay. Ouais. C'est ça. Puis ils n'ont pas été évalués par eux encore, mais ils sont certifiés pour l'instant par EcoSar Canada. Et puis aussi, ils sont certifiés sans OGM. De là, je vais vous inviter à goûter au smoothie pour voir votre opinion. Puis pendant ce temps-là, je vais vous énumérer les points positifs et les points négatifs que je trouve par rapport au smoothie. Donc, vous pouvez goûter. Les points positifs. Je trouve... Il y avait un moton. C'est possible parce que des fois, j'ai utilisé la façon qu'ils nous proposent de juste laisser fondre les smoothies dans le liquide. Puis quand on fait ça, des fois, il y a un peu des motons. Donc, c'est ce que je vous disais un peu, le smoothie, il n'est pas très... Pas très bon. Non, mais c'est ça. Il a l'air vraiment consistant, là. Il n'a pas l'air liquide du tout. Là. On dirait que ça manque de goût, en fait. Là. Ouais. C'est comme trop pâteux, puis ça goûte pas les fruits. Ça goûte trop la graine, genre... Ouais, je comprends. C'est ce que je disais un peu par l'effet du shake de protéines, on dirait. Genre, ça goûte ça. Donc, point positif, on peut quand même s'entendre que ça peut être une bonne alternative de déjeuner pour ceux qui ont de la misère à bien manger le matin ou qui déjeunent juste pas.
Aussi, ça respecte quand même le guide alimentaire canadien qui nous propose de manger des fruits et des légumes en abondance. Puis, il ne faut pas oublier que dans les Eevee Smoothies, il y a des fruits et des légumes qui sont dedans. Aussi, ça nous aide à aller chercher des protéines végétales qu'habituellement, on ne va pas assez chercher parce qu'on mange souvent trop de protéines animales. Puis, de là, ça nous aide à réduire tous nos gras saturés. Aussi, ça nous aide à répartir notre apport en protéines sur toute la journée parce qu'on a l'habitude de manger des gros repas le soir. Puis du côté des points négatifs, là, j'en viens avec les prix. C'est quand même un peu dispendieux à mon avis parce que c'est 12 $ pour un paquet de 3 smoothies. Ça en fait combien les smoothies sur un paquet de 3? Sur un paquet de... Bien, il y a 3 plaquettes de smoothies. Tu peux en avoir 3, tu peux en avoir 6 si tu sépares les smoothies. Dans les plaquettes, c'est des petits cubes, dans le fond, congelés de smoothies déjà faits. Oui, effectivement. Donc pour moi, je trouve que c'est un peu dispendieux quand on pense qu'on peut aller s'acheter des fruits et des trucs juste pour les faire nous-mêmes. Ensuite, il faut faire attention parce qu'on pense tout le temps qu'on manque de protéines, puis on va dans les supermarchés, plein de protéines, puis on est comme, on va s'acheter ça, ça va nous faire, on en a besoin, on se dit ça. Mais il ne faut pas oublier qu'un excès de protéines se traduit par un excès de calories, puis un excès de calories peut contribuer à un excès de poids. Roxane, j'ai vu que tu n'as pas bu ton smoothie. Oui, pourquoi? En fait, ça marche parfaitement avec ce que j'ai à parler aujourd'hui, la surconsommation et le mauvais marketing. Oui. En fait, j'ai aucun problème avec Evive et son produit. Mon problème, c'est plus la compagnie et justement la façon qu'ils vont faire leur publicité. Parce que, comme on le mentionnait tantôt, la publicité de Evive Smoothie, ça se fait vraiment très grand sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, tout le monde, c'est la meilleure chose que j'ai mangée dans toute ma vie. Puis finalement, on a la preuve, ça ne l'est pas. Fait que là, je me suis demandé, bon, qu'est-ce qui se passe avec Evive Smoothie? Je suis allée m'informer, je suis allée voir sur le site Internet, et Evive Smoothie, eux, ce qu'ils veulent prôner, c'est une alimentation simple. Mais est-ce que c'est vraiment ça? On ne le sait pas, ce qu'ils mettent dans leur smoothie. Justement, ça goûte la peau de protéines. Est-ce que c'est vraiment simple? Est-ce que c'est tout ce qui est naturel? C'est dur à gérer quand tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton petit cube de smoothie. Un autre point négatif, c'est l'espèce de paradoxe qu'il y a entre... Ils prônent que, justement, leurs plaquettes dans lesquelles les cubes viennent, c'est des plaquettes faites de plastique recyclé. Mais ça reste quand même un plastique à usage unique qu'il faut que tu gères comme il faut après que tu aies fait ton smoothie. Est-ce que tu le jettes? Est-ce que tu le mets dans le recyclage? C'est pas tout le monde qui comprend encore aujourd'hui où placer les déchets. Oui. Exactement. Puis, en plus, même si toi, tu le recycles, ça veut pas dire qu'après, ce que tu as mis dans ton bac de recyclage va se retrouver au recyclage. C'est un autre point négatif. Puis, une autre chose qui m'a un peu titillée quand je suis allée voir sur le site Internet, c'est si tu n'achètes pas dans un point de vente, les IGA présentement, il faut que tu t'abonnes pour pouvoir acheter en ligne. Si tu en achètes pendant une semaine, mais la semaine d'après, automatiquement, tu vas en avoir d'autres qui viennent à ta porte. OK. Fait qu'il faut que... La semaine d'après, où tu peux choisir, là, je pense que ça va jusqu'à 1 mois, mais à chaque mois minimum, tu as un renouvellement de ton abonnement qui se fait, puis tu as des smoothies à ta porte. Même si tu n'as pas aimé les premiers, bien, c'est ça qui se passe. Fait que c'est le client qui doit annuler son abonnement. Tu peux annuler ton abonnement, mais si tu le fais, si tu oublies, tu le fais pas, ils vont venir. Puis en même temps, ça force une surconsommation pas nécessaire. Puis les clients vont faire « Ah, c'est donc bien le fun, j'en ai à chaque semaine, je vais garder cet abonnement-là », mais c'est pas nécessaire. Sachant que, de toute façon, tu peux t'en faire un chez vous, un smoothie là, avec les bananes. Puis, justement, ça m'amène sur mon point. La surconsommation, il faut faire attention avec ce qui se passe sur Internet. La surconsommation, là, on sait que Noël s'en vient. Il y a beaucoup de publicité de Noël sur les réseaux sociaux, à la télévision. La solution, dans le fond, c'est juste d'être un consommateur plus averti. Vérifier nos sources. Si tu as une publicité sur ton Instagram de « Mon Dieu, une belle manicure », mais il faut que tu ailles voir sur les commentaires, il faut que tu ailles voir qui le vend pour éviter justement de commander quelque chose que finalement, c'est pas le fun, de payer les frais supplémentaires. Tu as fait venir ça par avion, par bateau, tu as dépensé beaucoup trop de ressources pour, dans le fond, quelque chose que tu vas acheter. Selon moi, la meilleure solution, c'est Winners puis Bad Bet & Beyond qui l'ont présentement. Avec leur campagne de marketing, ils encouragent les consommateurs à faire du shopping offline. Oui. En fait, justement, ils veulent montrer aux consommateurs que même si c'est rendu vraiment populaire, l'achat en ligne, c'est pas le meilleur plan que tu as. Puis si tu as l'opportunité d'aller acheter en magasin, vas-y. Tu sauves du transport, ça te coûte moins cher. Puis comme ça, tu es sûr de pouvoir encourager local. Parce qu'on s'entend que dans les petits marchés, justement, pas mal plus de chances que ça vienne du Québec que si tu achètes en ligne et que tu commandes ça de Chine sur Wish, par exemple. Ouais.
Au retour, on revient avec le sujet de l'éducation à l'aide de Fallon et de Anne Tardy. Déjà de retour de la pause, chers téléspectateurs, n'oubliez pas que pendant nos chroniques avec nos invités, vous pouvez répondre et poser à des questions sur les sujets sur nos réseaux sociaux qui sont écrits en dessous de l'écran. Alors, pour poursuivre sur l'éducation, on a Fallon juste ici. Bonjour Fallon. Bonjour. Alors toi, tu vas nous parler aujourd'hui du retour aux études pour les adultes et des ressources qui sont disponibles. Oui, et principalement pour les parents, parce qu'on sait qu'un retour aux études en général, c'est vraiment un défi, mais peut-être encore plus pour les parents. Et j'entends souvent dire que ça ne doit pas être évident parce qu'il y a des obstacles financiers, la gestion du temps est plus difficile. Il y a plus de choses à gérer parce que les parents ont des enfants, évidemment, et les conditions de vie peuvent être plus difficiles. Par contre, on peut être optimiste parce que en 2016, il y a 20,4 % des mères seules de 25 à 64 ans qui étaient titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un grade supérieur, comparativement à 14,7 % en 2006. Donc, c'est vraiment... statistique impressionnante. Une belle évolution. Oui. Et par contre, le taux de réussite est moins élevé chez les mères seules que chez les mères qui sont en union libre ou mariées. Que là, les pourcentages, en 2016, c'est 39 % des mères, comparativement à 26,9 % qui possèdent un diplôme universitaire. Et encore là, il y a une belle amélioration aussi. Donc, autrement dit, il y a une femme sur 5 qui est mère seule qui va avoir un diplôme universitaire. Et là, pour continuer, dans le fond, je vais vous parler des facteurs de réussite qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir concilier la famille et les études. Premièrement, il est très important d'avoir de l'aide financière qui est nécessaire. Toute l'aide financière nécessaire est possible. Donc, vous pouvez, si vous allez à l'université, vous adresser au bureau des bourses et de l'aide financière. Si vous faites des études collégiales, vous pouvez avoir droit au programme des prêts et bourses, et même si vous étudiez à temps partiel. Puis, est-ce que c'est le même programme que pour les étudiants de bourse, pour les mères monoparentales, ou c'est un programme différent? C'est le même programme, sauf que pour les parents, il va y avoir une aide financière supérieure. OK. Et pour le secondaire, vous avez, pour aller terminer votre diplôme d'études secondaires, vous pouvez avoir droit à Emploi Québec qui vont vous aider financièrement aussi. Fait que ça, dans le fond, vous êtes payé pour aller à l'école. Exactement. Ah, okay. Bon, exactement. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est de choisir un service de garde approprié à vos besoins. Donc, vous pouvez vous informer auprès de votre communauté des heures de service de garde. Habituellement, c'est des heures fixes. Vous pouvez établir une liste de personnes qui peuvent vous aider en dehors des heures de service de garde. Et vous pouvez avoir droit aussi au service des haltes garderies, surtout dans les grandes villes, mais il en parle d'en faire un ici à Rivière-du-Loup. C'est quoi une halte garderie? Un halte garderie, c'est un service, un dépannage qui va vous aider à garder vos enfants en dehors des services de garde si vous n'avez pas personne. Oh. D'accord. Ce que vous venez de nous parler, dans le fond, c'est votre cas aussi? C'est votre réalité, là. Oui, exactement. Moi, je suis une mère aux études qui est retournée aux études l'an passé et ça s'est très bien déroulé. Ouais. Oui. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Et moi, ce que je veux dire, c'est que aussi, quand vous êtes parent aux études, il est très important de prévenir votre entourage, vos enseignants, vos coéquipiers pour rendre ça plus facile. Et vous pouvez aussi faire votre deuil de la famille parfaite. Il n'y a pas de modèle préétabli pour réussir ce défi-là. Il faut y aller avec son cœur, il faut y aller comme ça vient. Et je pense que c'est un défi que tout le monde peut relever. Et c'est ça. C'est bien, c'est bien. Vous êtes vraiment une belle source d'inspiration là, pour les mamans à la maison qui veulent retourner aux études. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fallon. Alors, Anne, encore sur le sujet de l'éducation, les anglicismes à l'école, est-ce que les professeurs doivent montrer l'exemple aux élèves? Bien, selon moi, oui. Oui. Donc, je vais parler plus des anglicismes à l'école, sauf que je crois que c'est important de remarquer et de noter que les anglicismes, en général, c'est un sujet assez enflammé ces temps-ci, comme le bonjour, hi, ces exemples-là. Oui. Et donc, moi, je crois qu'une des sources, une des responsabilités que les enseignants ont,
ce serait, pour protéger la culture, ce serait de prôner la langue française et de bien la parler. Donc, moi, quelque chose que j'ai remarqué qui m'a vraiment frappée, qui m'a vraiment choquée, en fait, c'est à ma première session de cégep, j'avais une professeure de français qui, justement, pour essayer de connecter davantage avec ses élèves, elle utilisait des anglicismes. Sauf que, je le répète, c'est une professeure de français. Et elle utilisait, comme un exemple pour expliquer une figure de style, elle a utilisé le mot « net » en parlant d'un filet de gardien de hockey. Et donc, moi, ça m'a chamboulée parce que on s'entend qu'un professeur, c'est censé maîtriser sa matière, et sa matière, c'est la langue française. C'est choquant, là. Oui, parce qu'elle utilise même pas, elle n'est même pas loyale à sa matière. Donc, je crois que c'est beaucoup par rapport aux professeurs qui devraient miser sur une utilisation de la langue française adéquatement, puisque c'est notre langue maternelle. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour justement contrer l'espèce d'anglicisation du Québec, il faut connaître les mots en français. Il faut connaître l'équivalent de l'anglais qu'on utilise, je suis d'accord. Mais est-ce que tu ne penses pas que justement le terme « net », le langage du hockey, souvent en anglais, est-ce que tu ne penses pas que ça fait plus partie de notre culture, puis le Québec, c'est comme ça qu'on s'exprime, puis c'est juste justement une espèce... Tu sais, on utilise l'anglais dans le français, mais on continue quand même d'utiliser le français. Fait alors là, je vais prendre l'exemple du chiac au Nouveau-Brunswick. Le chiac, c'est, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est un mélange de français et d'anglais, puisque le Nouveau-Brunswick est une province bilingue. Donc, il y a même des cours de ça. Donc, comme on a des cours de français et d'anglais, c'est un cours à l'école. C'est comme un mélange de deux langues. Puis, je crois que c'est important oui, il y a le langage du hockey, du monde du hockey, parce que souvent, c'est anglais, plus anglais que français. Sauf que il faudrait vraiment se mettre dans notre langue, dans notre culture, à nous, pour justement la protéger comme nos ancêtres l'ont fait. Donc, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Anne. Au retour de la pause, on passe au culturel. De retour de la pause, on a reçu un commentaire de Cricri75 sur Twitter qui nous dit « Bonjour les filles, j'ai vraiment aimé les smoothies et Vive Smoothie. Je ne comprends pas pourquoi en studio, vous n'avez pas aimé celui que vous avez goûté. » Alors, merci Cricri75 pour ton commentaire. Eh bien, on peut dire que tous les goûts sont dans la nature. Oui, que visiblement ici, je pense que ça ne l'a pas fait l'humanité. Puis d'ailleurs, tantôt, le smoothie que je vous ai fait goûter, c'est le samouraï. Puis c'est lui qui est supposé être le meilleur selon Evie Smoothie. Et je crois pas qu'on a vraiment aimé ça. Donc la statistique du meilleur n'est pas très concluante. Il n'a pas été gagnant. Non, mais de toute façon, en fait, moi, ce que j'ai critiqué, c'est pas nécessairement le smoothie en tant que tel, mais c'est surtout la compagnie. Fait que ça reste quand même une bonne alternative. Puis si les gens aiment ça, tant mieux. Oui, c'est ça. Effectivement. Alors, pour continuer l'émission, j'ai deux invités. J'ai Léa et Amy qui vont nous parler un peu de choses culturelles. Alors, pour commencer, bonjour Léa. Allô! Léa, tu vas nous parler d'une critique sur le film coréen Parasite. Oui, mais avant, je vais expliquer un peu la culture coréenne parce qu'on sait qu'elle est très populaire en Asie. Elle est peut-être un petit peu moins ici au Canada puis aux États-Unis, mais elle commence à être de plus en plus importante depuis les années 2010 parce qu'elle exporte beaucoup depuis ces années-là sa culture au travers le monde. Je parle ici bien entendu de sa musique K-pop qui joue un rôle majeur dans l'industrie musicale, entre autres avec le succès planétaire Gangnam Style en 2012. Mais là, il ne faut pas juste se focaliser sur ça parce que les tunes les plus écoutées sur YouTube, prends l'exemple de Despacito, c'est pas tant les meilleurs, OK? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que personnellement, j'aime beaucoup la musique K-pop. C'est très rythmé puis c'est vraiment bon. Juste une question. Oui. La musique K-pop, c'est quoi? La musique K-pop, c'est de la pop coréenne. Donc, OK, c'est bon. K, c'est pour Korea. Donc, voilà. Parfait. Donc, comme je le disais, la K-pop regroupe souvent plus de groupes que d'artistes solos, ce qui est différent de chez nous. On compte environ 300 nouveaux groupes qui se forment chaque année. Puis ces groupes, c'est très beaucoup. C'est pour ça qu'il y en a juste environ 5 qui vont avoir du succès dans le fond. Oui, environ. OK. Puis ces groupes sont sans cesse popularité grandissante. Je prends l'exemple des groupes comme BTS, Blackpink, EXO et Twice qui accumulent environ
500 millions à 1 milliard de visionnements sur YouTube à chacune de leurs vidéos, puis qui ont remporté, entre autres, des prix comme meilleur artiste social au dernier Billboard Music Award. Puis là, j'ai amené des CD de groupes, dans le fond, parce que vous pouvez les regarder. C'est des gros CD? Oui, dans le fond, les CD coréens, c'est pas, on voit là, le CD à l'intérieur, c'est pas comme les CD américains, c'est vraiment fait, il y a quasiment comme un livre. Puis ce qui est différent d'ici, c'est que les fans de K-pop achètent les CD, donc c'est vraiment une bonne source de revenus, ce qui rapporte environ des millions par année à la Corée. Plus qu'au Québec, là, avec oui, nos oui, chanteurs oui. québécois. Mais là, on voit sur la pochette, ils sont vraiment beaucoup. Ben, je sais pas c'est quel groupe celui-là, là, mais est-ce que c'est ça pour tous les groupes? Oui, Sont-ils autant environ. que ça? Le plus gros groupe compte 23 membres. Il n'y a pas de chanteur K-pop qui est toute seule. Là. C'est Oui, vraiment il y en a, mais Ouais. il y en a moins. OK, il y en a beaucoup moins. C'est quasiment un orchestre. La Corée aussi bénéficie de la production d'émissions qu'on appelle les K-dramas. En effet, plusieurs de leurs émissions sont produites et disponibles sur la plateforme Netflix et je dois dire que personnellement, ils sont vraiment excellents pour en avoir écouté de tout genre. Il y a de la romance et du drame avec My Love from the Star, aux séries d'action et suspense avec, par exemple, Descendant of the Sun, qui est mon préféré. Et elles sont évidemment sans cesse popularité, surtout grâce à la montée de la K-pop, parce qu'il y a des techniques qui ont été mises en place pour donner le premier rôle quelquefois dans les séries aux chanteurs de K-pop, pour justement aller chercher le succès désiré. Si on revient sur le film Parasite... Oui, le Parasite, dans le fond, c'est le film qui a gagné au dernier festival de Cannes en France, le prix le plus prestigieux de cette cérémonie-là, celui de la Palme d'Or. Parasite est un drame coécrit et réalisé par Bong Joon-ho, qui est aussi le réalisateur à succès derrière Okja et Snowpiercer, mettant en vedette Chris Evans. Parasite est son plus récent film qui raconte l'histoire, dans le fond, de deux familles, une pauvre et une riche. Puis la famille pauvre va jouer un peu de la famille riche en se faisant passer pour des riches. Puis, dans le fond, il y a plein d'actions. C'est vraiment un film, personnellement, que j'ai eu la chance d'aller voir à Québec. Dans le fond, c'est vraiment un film de drame, suspense, romance, comédie, action. Donc, c'est très varié. C'est un beau mélange, là. C'est un film de 2h15 aussi. Puis dans le film, Bong Joon-ho dénonce justement l'écart entre les riches et les pauvres, puis les réalités diverses qui doivent faire face continuellement, mais en démontrant que dans le fond, il n'y a aucune famille qui vaut mieux que l'autre. C'est un film aussi qui a de grands acteurs coréens, dont Song Kang-ho, Choi Woo-sik, Park Seo-dam et Lee Seung-kyun. Bref, la culture coréenne, comme on peut le voir, s'exporte énormément en Amérique, surtout à la demande grandissante, surtout chez les jeunes qui sont en sans cesse changement. Puis selon moi, c'est une très bonne chose qu'un pays comme la Corée du Sud exporte sa culture, puis ça lui permet de rayonner à l'international, surtout qu'on sait qu'il y a un voisin qui fait très beaucoup parler de lui. Puis personnellement, je crois que la diversité culturelle est magnifique et que nous devrions encourager un pays tel qu'à la Corée du Sud, parce que si vous ne le savez pas, ou ceux qui le savent, c'était un pays qui était l'un des plus pauvres dans le monde il y a 50 ans. Parfait. Merci beaucoup, Léa, pour ta chronique. Pour poursuivre sur le sujet culturel, Amy, bonjour Amy. Bonjour. Tu vas nous parler un peu du dilemme là, qui est quand même assez populaire. Là. La danse, qui est soit un art ou soit une danse, soit un art ou soit un sport. Ton opinion? Ben c'est ça. Ben en fait, certaines personnes ont souvent tendance à dire que la danse, c'est plus un art qu'un sport. Et ben en fait, ils considèrent ça seulement comme un art parce que ils voient pas le côté très sportif de cette activité-là. Alors, je me fie beaucoup sur la définition de qu'est-ce que la danse du RAID. En fait, c'est le réseau d'enseignement de la danse. Ça dit qu'en fait, la danse, c'est un sport car on peut repousser nos limites physiques pour se perfectionner et pour s'améliorer. Et c'est aussi un art parce qu'on doit aller puiser dans nos émotions pour faire passer un message, pour offrir un bon spectacle aux spectateurs. Puis, tu sais, on peut vraiment interpréter ça de différentes manières aussi. Mais justement, j'ai lu un article récemment, c'était selon Cro au kilo. Il disait que vraiment la danse, c'était un sport, puis c'était même dans le top 10 des sports qui perdaient le plus de calories avec le Zumba. Oui, ben c'est ça. En fait, ça prouve bien que c'est vraiment une activité physique qui demande beaucoup. Puis ça paraît pas, là, souvent, tu sais, on voit des danseurs, puis ils ont l'air super légers, ça a l'air d'être facile ce qu'ils font, mais on voit pas tout le travail qu'il y a derrière ça, puis c'est vraiment très, très physique. Puis, c'est demandant. Oui, exactement. Puis il y a l'émission qui joue à TVA les dimanches soirs qui s'appelle Révolution, là, qui est très populaire ces temps-ci. Puis on peut vraiment voir là, le professionnalisme des danseurs. Puis comme j'ai un extrait là, que j'aimerais démontrer peut-être, là, que on voit la danseuse, c'est une ballerine, puis
elle est tellement musclée qu'on se dit, ça paraît de rien comme ça, mais on se dit, OK, il y a beaucoup de travail derrière ça. Tu vois que elle est aussi en forme que, exemple, quelqu'un qui nage ou qui court ou peu importe, là, donc c'est ça. Toi, Amy, je pense que tu fais de la danse Ouais. aussi. Je fais de la danse depuis que j'ai 13 ans environ. Puis c'est ça, quand on l'expérience, ben on peut vraiment... on peut voir là, que c'est demandant, là, tu sais... c'est pas seulement là, des petits cours là, que tu vas là puis que t'as pas chaud, là. Tu vas sortir, tu vas avoir chaud, Tu sues, là. puis... Ouais, tu vas être raqué le lendemain, puis... Tu sais, c'est vraiment, là, c'est une activité physique, là, selon moi. Puis c'est ça, j'ai été chercher aussi les définitions, tu sais, pour vraiment comparer, tu sais, selon les définitions du dictionnaire. Puis, selon mes recherches, un art, c'est une activité qui donne un produit ou une idée. Puis ça s'adresse aux sens, ça s'adresse aux émotions, à nos intuitions, puis ça recourt aussi à notre intellect. Donc, c'est vraiment un côté qu'on explore avec la danse quand on veut faire passer un message, on veut faire passer une émotion, on veut que ça touche les gens. Donc, oui, c'est un art pour ça. Puis, la définition d'un sport, c'est une notion qui est liée au mouvement du corps, qui demande beaucoup de pratique et beaucoup d'entraînement pour arriver à un résultat désiré, comme par exemple remporter une victoire ou atteindre un objectif personnel. Donc ça aussi, je trouve que ça relie beaucoup avec la danse parce qu'il existe des compétitions internationales que il y a des grands prix à gagner, c'est très reconnu. Puis, tu sais, un objectif personnel, ça prend beaucoup de dévouement aussi, là, parce que, ben, comme je l'ai dit, c'est très difficile comme sport. Donc, je pense que c'est ça. Ça prend beaucoup de pratique, beaucoup d'entraînement pour atteindre quelque chose. Donc, je pense que ça représente bien le sport là, et l'art en même temps. C'est une belle fusion des deux. Puis, c'est ça. Ouais. Bien, merci beaucoup, Amy, pour cette belle chronique. Ça fait plaisir. Merci à vous, toutes les chroniqueuses invitées de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir écouté Regard critique aujourd'hui. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, restez critiques.